Bonsoir à tous, monsieur le premier vice-recteur, monsieur le vice-recteur, chers collègues, chers étudiants, chers amis, mesdames et messieurs en vos titres et qualités. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette deuxième édition des invités de l'UMONS pour l'année 2025-2026. On vous remercie d'être venus si nombreux pour écouter un orateur particulier et de qualité que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Alors, vous aurez peut-être remarqué qu'à l'entrée, je vous fais un petit aparté pour vous parler du programme qui est disponible à l'entrée et dont je reparlerai dans quelques instants, puisque tout le programme des invités de l'UMONS est dès à présent disponible pour ce cycle 2025-2026. Et donc, avant de passer à l'orateur du jour, fort attendu, je profite de cette conférence pour vous parler de ce qui va nous attendre les semaines et les mois à venir. Alors, vous allez pu le constater, on va avoir des orateurs divers et variés, mais de très grande qualité. Donc, vous le savez, ce soir, ce n'est pas une surprise, monsieur le ministre-président de la Wallonie. Et puis, très prochainement, puisque ça aura lieu le 2 décembre, deux excellents collègues de l'Université de Valenciennes, les professeurs Lhomme et Cherrier, qui nous parleront du caractère plus ou moins gouvernable de la France, pays voisin et ami. Ensuite, nous allons recevoir le non moins célèbre Bruno Coleman, qui est certainement l'économiste le plus célèbre de Belgique. Ce sera le 29 janvier et il nous présentera son dernier livre avec un sujet particulièrement piquant, Donald Trump, le spectre d'un fascisme numérique. Ensuite, c'est en mars qu'on se retrouvera, le 12 mars plus exactement, avec le professeur Mario Manto et sa collègue Antonia Toncheva de notre faculté de médecine et de pharmacie. Donc le 12 mars, et ils nous parleront de la déplastification cérébrale, est-ce possible ? Tout un programme. Et enfin, nous clôturerons cette année riche en apothéose avec monsieur le recteur Philippe Dubois, le 28 mai prochain, qui fera, au terme de ces 2 mandats de recteur, le bilan de 8 ans de développement de l'UMONS à Charleroi. Voilà donc pour le futur. Donc vous voyez un programme bien chargé. Mais venons-en maintenant à notre invité, monsieur le ministre-président Adrien Dolimon. Joseph, est-ce que tu peux nous rappeler comment le choix d'Adrien Dolimon comme orateur dans le cycle de conférences clôture la série que nous avions imaginée pour l'après-élection 2024 ? Effectivement, on avait un pardon. Il a encore besoin de moi. Effectivement, donc on avait imaginé dès avant les élections, chacun se souvient que 2024 a été l'année électorale au niveau fédéral, régional et aussi communal. Et nous avions imaginé un triptyque en commençant par les experts qui étaient appelés à décoder le résultat des élections et puis en invitant les 2 vainqueurs qui nous intéressent le plus directement, le nouveau bourgmestre de Charleroi, Thomas Dermine, et le ministre-président. Bien sûr, nous ne savions pas à l'époque qui ce serait. C'est ainsi que nous avons d'abord reçu les politologues. Alors, certains d'entre vous certainement s'en souviennent, Caroline Séguesser du CRISP, Bert Kruismans, qui est un humoriste flamand, et Serge de Ruette, notre professeur de sciences politiques à l'université, pour commenter le résultat des élections, et ce, dès la semaine qui a suivi les élections, puisque c'était le 13 juin. Nous avons ensuite reçu Thomas Dermine, qui était devenu bourgmestre de Charleroi le 25 mars. Et donc, nous clôturons le triptyque aujourd'hui avec le ministre-président. On considère que c'est le vainqueur au niveau régional, Adrien Dolimon. Alors, tout d'abord, bienvenue, monsieur Dolimon, et merci de votre présence ici, malgré un agenda plus que chargé. Alors, pour les habitués, Adrien Dolimon n'est pas un inconnu de notre cycle de conférences, puisque nous avions eu la chance de le recevoir déjà le 11 octobre 2022, le temps passe vite, à l'époque en sa qualité de ministre des Finances de la région Wallonne. Il n'est pas non plus un inconnu de l'UMONS, puisqu'il est ingénieur et docteur de notre université. Il est né à Montigny-le-Tilleul,
le 18 septembre 1988. Et très sportif, il a pratiqué la natation pendant plusieurs années avant de s'orienter vers le triathlon qu'il a exercé à un niveau national. Excusez du peu. Le 4 avril 2006, à 18 ans, il devient échevin à Am-sur-Heurnalien, commune qui m'est chère puisque c'est de là que je viens également. C'est le plus jeune échevin du pays à ce moment-là et durant ce mandat, il gère la jeunesse, le folklore, le tourisme, la digitalisation et la pêche. Parallèlement, il entre à la faculté polytechnique de Mons où il entame des études d'ingénieur civil. Le 30 juin 2011, il est diplômé master en sciences de l'ingénieur à finalité spécialisée en génie énergétique avec grande distinction et devient assistant doctorant à la faculté polytechnique de Lumons, fonction qu'il exercera pendant 8 ans. En 2012, il devient premier échevin des finances, des marchés publics, de la communication, du folklore et des sports, des plaines de jeux et des stages sportifs. Le 31 mai 2018, il obtient son diplôme de docteur en sciences de l'ingénieur et technologie avec sa thèse intitulée, Functionalization of Electron Beam Melting Parts in order to guide finishing operations. Quand je vous dis qu'on met ma contribution ici. Après les élections communales de 2018, en 2019, il prend la présidence du CPAS d'Am-sur-Heurnalien et prend en charge alors les finances, le budget et le marché public et le folklore. Le 13 janvier 2022, il devient ministre wallon du budget, des finances, des aéroports et des infrastructures sportives. Et enfin, après des élections de 2024, il devient ministre-président de la région wallonne en charge du budget, des finances, de la recherche et du bien-être animal. Il est aussi en charge de la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles et est bourgmestre en titre d'Am-sur-Heurnalien. Et c'est avec une joie non dissimulée que je lui cède la parole. Merci pour cette brève présentation et bonne prononciation. Voilà. Le titre de la thèse, il était déjà long. On essayait de synthétiser en une phrase, mais ce n'est pas toujours simple. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir sur Charleroi pour aborder une thématique qui m'est assez chère et dont on aura l'occasion, j'espère, de débattre après. On pourra aussi débattre d'autres sujets si vous le souhaitez. Je pense que c'est un peu le but de ce type de conférence. Et j'ai voulu prendre un titre assez provocateur, évidemment, à dessein. C'est « Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte ». Et c'est valable pour tout. Je n'ai pas envie d'avoir un prisme particulier partisan. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que la désinformation n'est pas liée à un seul parti politique, puisque je vais évidemment prendre le prisme politique de la communication. Elle circule dans tous les camps, dans tous les partis, dans toutes les époques aussi. Si on regarde la création de l'humanité, la construction des différentes sociétés, singulièrement en Europe, c'est le cas aussi. Et elle est évidemment sous diverses formes. Donc ici, le but, c'est bien évidemment pas du tout d'accuser, de pointer du doigt, mais plutôt de porter une réflexion pour essayer de comprendre et de vraiment essayer d'élever la réflexion et le débat. Je pense que c'est vraiment, vraiment important, surtout dans un moment où on a des débats qui se polarisent de plus en plus. On n'arrive plus à écouter l'autre, on n'arrive plus à échanger, à débattre. On a simplement une succession de punchlines et je pense qu'on a tous intérêt, surtout dans le moment que l'on vit à l'international aujourd'hui, à essayer de ramener un peu plus de sérénité dans ces débats. Et donc, c'est essayer de comprendre pourquoi, justement, ces débats aujourd'hui se polarisent, pourquoi la nuance disparaît complètement, et surtout, et c'est là, je pense que c'est important, comment chacun peut contribuer à mieux informer, évidemment, à mieux vérifier l'information, et aussi à mieux l'expliquer, ça, parce que je considère qu'on a aussi une part de responsabilité dans cette situation. Et donc, vous l'avez compris, c'est un peu une forme d'introspection, je dirais, collective, nécessaire, et surtout, je l'espère, utile, je le répète, surtout dans la période que l'on vit aujourd'hui. Maintenant, un peu de mise en contexte pour qu'on puisse se rendre compte du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on peut dire que les intox explosent littéralement avec les nouvelles formes de médias. On sait qu'aujourd'hui, il y a un récent rapport d'experts qui affirme qu'il
il y a 1,5 milliard d'intox quotidiennes sur les réseaux sociaux. Il faut quand même se rendre compte, c'est quand même pas rien. Donc, c'est ce qu'on parle de fake news. Donc, il y en a qui aiment bien utiliser justement fake news à dessein, mais il faut toujours pouvoir prendre de la hauteur. On aura l'occasion d'en débattre ici. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cela. Et donc, on voit que les vecteurs de nouveaux médias, qui sont les réseaux sociaux, participent grandement. Et pourquoi, me demanderez-vous, ces fake news ou ces intox percolent autant dans ces médias? C'est simplement parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'information coule en permanence. On a une guerre ou un concours de vitesse pour essayer de capter ou d'informer le plus rapidement possible. Donc, on a vraiment un flux continu d'informations. L'information, elle ne s'arrête plus. La difficulté pour celui qui veut la capter, c'est justement de rester en position, en capacité de la capter et surtout de pouvoir l'analyser. Et c'est là toute la difficulté. On aura l'occasion d'en discuter. Si on prend un peu un regard en arrière, on prend un peu de hauteur, on regarde par le passé. Évidemment, les réseaux sociaux n'existaient pas, les nouvelles formes de médias n'existaient pas. Et les informations circulaient par quoi? C'était le matin, la Gazette qu'on allait chercher. On avait un rendez-vous au matin sur la presse papier qu'on lisait. Et puis, peut-être 2 rendez-vous sur la journée avec le journal de 13h, le journal de 19h, enfin 13h, 13h30 ou 19, 19h30 en fonction de qui on a envie de regarder. Et aussi, en radio, c'était à chaque fois un rendez-vous, le rendez-vous de 8h, 9h. C'était chaque fois un moment fixe et défini qu'on avait cette information. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a vraiment une information qui coule en permanence. Et donc, vraiment, toute la difficulté, c'est de pouvoir capter cette information et, je dirais, surtout de la vérifier, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, comme on vit dans l'immédiateté, on ne se met pas en capacité de pouvoir vérifier cette information. Et donc, aujourd'hui, on voit que les citoyens, avec les nouveaux médias, sont bombardés d'alertes, sont bombardés de notifications, de stories, de breaking news qu'on a envie de mettre en évidence. Bref, résultat, aujourd'hui, on veut réagir plus vite que ce qu'on ne réfléchit. Et ça, c'est évidemment un défaut si on veut pouvoir garder une information la plus honnête intellectuellement possible. Et une information aujourd'hui, justement via les nouveaux canaux médiatiques, est plus vite commentée que comprise. Donc on a plus vite un avis sur quelque chose que de maîtriser le fond du problème. Ça, on voit d'ailleurs toute une série d'experts qui naissent avec toutes les polémiques que l'on voit. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable. Et on tombe d'ailleurs dans ce que le prix Nobel Herbert Simon avait mis en évidence. C'est l'économie de l'attention. Donc, je vais le citer, c'est plus l'information qui manque. Donc, ça avait déjà été mis en évidence à l'époque. C'est plus l'information qui manque, c'est bien le temps pour l'écouter ou le temps pour en prendre connaissance, l'analyser. On est vraiment en plein dans cela. Donc, aujourd'hui, clairement, dans ce brouillard, c'est plus de l'information émotionnelle, en fait. On est dans une période où c'est l'émotion qui circule, plus que le fond même de cette information. On joue d'ailleurs beaucoup avec les émotions. Il faut être en capacité de garder la tête froide dans pareille situation. Et donc, l'intox politique, parce qu'on peut en parler, il y en a, je l'ai dit, dans tous les partis, évidemment dans le mien aussi. Je pense que je n'ai pas envie de m'exclure là-dedans, j'ai vraiment envie de prendre de la hauteur. J'ai envie de citer, il y en a qui disent que l'intox politique, c'est un peu la version 2.0 du téléphone arabe. Tout le monde le répète, mais aujourd'hui, plus personne ne le comprend. Donc, je pense qu'on est vraiment tombé à un certain moment en plein dans cette situation. Et donc, dans ce brouillard, aujourd'hui, on peut dire que la politique devient évidemment un terrain et un terreau très propice à nourrir cette désinformation. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de dossiers qui sont techniques, je dirais même très techniques, avec des compétences qui sont très éclatées dans la composition institutionnelle qui est la nôtre, avec une inertie importante à l'action publique, et avec souvent des responsabilités qui sont multiples. Donc vouloir pointer un responsable sur une situation, c'est toujours facile,
mais c'est loin d'être la réalité. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est dans une société où la tentation du raccourci est vraiment immense. On a envie d'avoir un coupable tout de suite, d'avoir un responsable. Et donc, ça nous conduit vers une simplification d'une réalité. Ça devient ensuite un slogan. Et ce slogan se transforme en contre-vérité qui souvent est captée par la population. Et donc aujourd'hui, c'est essayer de lutter contre cette réalité. Et donc, en plus de ça, je parlais de la répartition des compétences qui était assez compliquée. Et donc la déresponsabilisation dans le chef des pouvoirs publics. On a une lasagne institutionnelle que je ne vais pas vous résumer ici, parce que ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais on a beaucoup de niveaux de pouvoir, avec toute une série de responsabilités propres, par moments des responsabilités qui s'entrecoupent. Et donc ça montre que c'est assez difficile de pouvoir objectiver une situation à proprement parler. Donc on a souvent ce qu'on appelle un lecteur pressé, qui capte l'information assez rapidement, et un algorithme où l'ensemble des éléments se mélangent. Et donc aujourd'hui, on doit en 30 secondes prendre une information et l'analyser, avoir un avis. Donc on peut avoir en 30 secondes une information, une décision qui découlait du gouvernement fédéral peut ensuite devenir une responsabilité du gouvernement wallon, ou même mieux, ça je l'ai même vécu, on en parlera après, une décision qui découle du monde judiciaire est devenue une responsabilité politique par ailleurs. Donc c'est pas toujours simple à pouvoir expliquer de nouveau, parce qu'on vit vraiment dans un monde qui est aujourd'hui très émotionnel, avec beaucoup d'informations. Et en plus, les nouveaux médias d'information, que sont les réseaux sociaux, travaillent souvent en bulle fermée, avec un algorithme qui veut simplement renforcer la vision du monde que l'on a. Donc on n'aime pas avoir des contradictions, on aime juste avoir tout flatteur vit aux dépens de celui qui le flatte. C'est exactement ça, en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux. On voit ce qu'on a envie de voir et qui renforce nos certitudes. Et donc, on est vraiment devenu dans un ring un peu émotionnel où les opposants se boxent avec les émotions, sans nuance, avec des punchlines. Et souvent, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on devrait être en capacité de prendre de la hauteur avec peu de nuances et souvent des raccourcis assez simplistes qui méritent qu'on puisse s'arrêter normalement davantage que ce qui se fait aujourd'hui dans ce monde. Et donc, la question qui se pose ensuite, c'est pourquoi justement ça fonctionne, ce type de modèle, parce que je pense que quand je dis ça, tout le monde est d'accord avec les constats, mais il fait que la société continue à fonctionner comme ça aujourd'hui. C'est un constat qu'on pose évidemment. C'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sous pression et les rédactions de presse qui participent à ça le sont aussi. Je ne vais pas rentrer dans le grand débat de la liberté de la presse avec la nécessité de financement pour qu'on puisse garder l'objectivité de leur analyse, mais elles recherchent aussi elles-mêmes toute une série de financements, et donc souvent elles doivent publier assez vite sur une information pour être premier sur la balle, avoir une exclusivité, avoir l'attention en premier, avoir l'article qui a été le plus relayé le premier. Ça, c'est une réalité. Et donc, souvent moins de temps pour pouvoir analyser ces sources, les challenger. Et même si ça a été fait correctement, par moment, il y a le problème du titre. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des rédactions choisissent les titres à la place de l'auteur de l'article, justement pour appâter, entre guillemets, le client. Et souvent, j'ai envie de dire, la population est peut-être un peu fainéante parce que l'information est tellement continue qu'on ne s'arrête qu'au titre. Et ceux qui ont le courage d'aller lire au-delà de celui-ci voient que c'est un élément souvent marginal du contenu même de l'article. Et ça conduit aussi à une difficulté parce qu'il n'y a pas de vérification suffisamment profonde des sujets. Et même si c'est le cas, le fait que le titre soit souvent déconnecté du contenu réel, ou en tout cas plus nuancé dans le contenu réel de l'article, ne transparaît pas aux yeux du grand public. Et donc, les conséquences, c'est quoi ? C'est un propos qui est complètement sorti du contexte
Et là, on a un débat qui s'appauvrit. Autre élément qui renforce effectivement ça, et je veux vraiment en faire une priorité de mon gouvernement, c'est la crise de confiance entre les citoyens et les institutions et les médias. Je pense que c'est assez prégnant. Il y a plusieurs études qui le mettent en évidence. On doit pouvoir l'avouer. Aujourd'hui, il y a vraiment une crise de confiance entre le citoyen qui doute de ces institutions. Donc on doit pouvoir essayer de retravailler, de reconnecter. Il y a évidemment la complexité des institutions au sens large, parce que je parlais tout à l'heure d'une décision de justice qui après devient une responsabilité d'un gouvernement ou même d'un ministre, parce qu'on a évidemment la responsabilité du gouvernement, on a la responsabilité de la justice, on a également la responsabilité du Parlement qui lui établit l'ensemble des législations, la responsabilité par moment des administrations. Par moment, il y a des décisions administratives qui sont prises par elles aussi. Bref, on doute de plus en plus du fait que l'ensemble de ces institutions travaillent dans l'intérêt général. Et ça conduit à une méfiance grandissante et ça appuie tous les travers que j'expliquais tout à l'heure parce qu'on cherche vraiment, parce qu'on est dans une position de suspicion permanente des décisions qui sont prises par ces institutions, comme on n'a pas confiance. Et donc, cette suspicion permanente fait que si on a un titre qui appuie une thèse qu'on a envie de voir, on ne retient que ça, on relaie, et ça nous renforce dans notre position. Ça peut être pour des raisons partisanes, évidemment. On peut montrer, voilà, c'est ça le résultat qui est le nôtre. Pour des raisons qui sont parfois plus opaques aussi, on pense aussi qu'on est tous des corrompus. Ça, évidemment, on le lit assez souvent sur les réseaux. D'ailleurs, j'essaie de le lire moi-même de moins en moins. C'est pour ma santé mentale, je pense que c'est quand même assez important. On aura l'occasion d'en débattre par après. Et donc, on remet aussi régulièrement en cause l'impartialité. Ça, on a l'impression que tout est partial. Et je pense que l'impartialité dans une décision de justice, c'est évidemment important. L'impartialité dans une position gouvernementale, c'est évidemment important, bien qu'on défende un projet de société. Donc évidemment, indirectement, c'est logique qu'on n'ait pas forcément la même vision de développement que nos opposants politiques. On veut aussi remettre en cause l'objectivité de ces décisions ou l'honnêteté des médias. Donc il y a aussi une perte de confiance qui fait montrer ou qui montre qu'il y aurait par moment de l'accointance avec tel ou tel groupe politique. On voit que ça va dans les deux sens maintenant, encore plus récemment avec un reportage qui est passé il y a pas longtemps, qui a un peu peut-être établi un équilibre, ou en tout cas une sensation de déséquilibre perceptible. Et donc, bref, vous voyez que ce sentiment de confiance ou de méfiance est vraiment un des éléments assez majeurs dans cette situation, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde quelque chose, on le regarde avec un a priori. Ça, je pense que c'est évidemment jamais bon. On regarde avec une méfiance, on regarde avec une envie de renforcer sa position, pour qu'on aurait vraiment tout intérêt à pouvoir prendre cette hauteur, à chercher des sources alternatives pour justement appuyer la réflexion sur un sujet qui nous intéresse. Mais évidemment, ça peut prendre du temps. Et il faut pouvoir le prendre dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est assez intéressant de voir que ces phénomènes aussi se sont pas mal développés en pleine période Covid et post-Covid, avec la mise en place des théories du complot. On a vu toute une série de gens qui se renforçaient dans leur position avec des théories les plus acadabrantesques les unes que les autres. Et on voit que ça continue avec des faits majeurs médiatiques où il y a à chaque fois cette méfiance, cette défiance qui est soulignée et qui veut être renforcée dans le chef de certains. Je pense qu'il faut pouvoir chercher d'autres sources. Ça, c'est clairement une opportunité aussi. Le fait d'avoir une défiance envers les médias classiques, c'est une opportunité pour ceux qui veulent justement jouer avec la désinformation, avec les intox qui sont mis en place, avec les fake news qui veulent être développées. Comme on n'a plus confiance dans les canaux classiques, ça ouvre la voie à des sources d'informations alternatives qui sont évidemment moins fiables. Donc j'ai voulu illustrer ça par des actions
assez concrètes ou des expériences assez concrètes que moi-même j'ai vécues. Et donc, on aura l'occasion d'en débattre sur le fond sans souci. Mais il y a des réformes évidemment assez majeures, des informations majeures qui sont en train de passer aujourd'hui et qui développent justement des sentiments qui sont pour moi pas intellectuellement honnêtes, bien que je suis prêt à avoir un débat. Et j'ai d'ailleurs voulu être intellectuellement honnête au niveau du Parlement directement en corrigeant une information, en reconnaissant une erreur de lecture dans mon chef, parce que je prends la responsabilité évidemment du travail de toutes mes équipes, et ça a été complètement distordu dans la presse. J'aurai l'occasion de le partager, parce que c'est quelque chose qui m'a assez marqué et qui me fait dire qu'on doit aujourd'hui pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vouloir mettre son énergie à remettre le pot droit aussi dans ces situations-là. Donc sur la réforme des droits d'enregistrement. L'intox, c'est peut-être les titres qui sont ressortis de l'ensemble des articles qui disaient, et je vais citer pour être précis, c'est la réforme des droits d'enregistrement a fait exploser les prix de l'immobilier. Fin de la citation. Ça, évidemment, ça appuie des thèses on a dépensé, parce que ça a un coût fiscal en Wallonie, qui certes sera équilibré sur le long terme, je ne vais pas rentrer dans les mécaniques budgétaires ici, on n'est pas là pour ça, mais qui veut appuyer une thèse de dire on a diminué, on fait faire des efforts à la Wallonie, on fait dépenser des centaines de millions d'euros pour diminuer les droits d'enregistrement, et en plus, ça ne bénéficie pas à ceux qui achètent parce que les prix de l'immobilier ont explosé. Je reprends exactement les termes. Ça montre que les titres, ce n'est pas toujours très représentatif. Ces titres se basent évidemment sur souvent les mêmes lectures, le baromètre des notaires, qui est devenu, je sais, quelque chose de très attendu tous les trimestres aujourd'hui. Moi-même, je suis assez attentif à la sortie de celui-ci. Et ce qu'il montre surtout, c'est qu'il y a une flambée des prix avec plus 12,9% du prix de transaction, du prix médian des transactions. Je pense que c'est intéressant de le dire et de le mettre en évidence. Et il souligne également que ce n'est pas les mêmes types d'habitations qui ont été relus. Donc si je reprends des titres qui ont été pris, je vais en prendre quelques-unes. C'était flambée des prix, 12,9% d'augmentation des prix en Wallonie, la faute au droit d'enregistrement modifié, la diminution de l'impact fiscal. Bref, ça ressort d'une lecture partielle du baromètre des droits d'enregistrement. Et les chiffres, ils sont évidemment plus nuancés que ça. Et je ne dis pas que ça n'a pas eu d'impact, parce qu'on pourra en discuter évidemment avec des profs d'économie qui sont ici. Mais je pense que c'est beaucoup plus nuancé de dire que c'est simplement la diminution a été compensée par l'augmentation du marché immobilier. Et les chiffres, ils ne montrent pas une explosion, comme ça a été dit précédemment en reprenant les articles de presse que j'ai cités, mais bien par une augmentation et une dynamisation du marché de l'immobilier. On a eu plus 15% des ventes à l'échelle nationale, et si on regarde à l'échelle wallonne, on est à plus 17% de l'ensemble de ces ventes après 2 années qui étaient effectivement assez calmes. Et d'ailleurs, le porte-parole de la Fédération des notaires ne dit pas autre chose. Je vais reprendre également une citation pour que ça soit plus factuel. Je démarre la citation. Depuis le début de l'année, on constate que la réforme a dynamisé le marché. La principale vertu de ce nouveau taux est de permettre aux candidats acheteurs de se positionner pour un bien en provisionnant moins de fonds propres. Fin de la citation. Donc, on remarque que le marché retrouve la dynamique qu'ils avaient en 2022 sans emballement, et c'est en phase avec les 2 autres régions. Donc, il y a aussi une accélération dans les 2 autres régions. Et donc, la Wallonie reste aussi la moins chère du pays. Et donc, j'en reviens au chiffre de 12,9%. C'est bien le prix médian des transactions. Et donc, on ne parle pas d'un même bien qui a augmenté de 12,9%. En fait, c'est la capacité d'achat des personnes qui ont augmenté. Et donc, elles se sont tournées vers des biens d'une autre qualité, des biens mieux isolés,
des biens avec moins de travaux, des biens plus grands. Comme ils avaient plus de capacité, ils se sont tournés vers des biens de meilleure facture et donc de facto plus chers. Deuxième élément qui, lui, a effectivement un impact sur le prix de l'immobilier, c'est simplement la réalité de l'offre et la demande. À partir du moment où il y a 17,2% de transactions supplémentaires, mais il y a évidemment plus d'acheteurs, plus de potentiels acheteurs sur le marché. Et donc, quand il y a plus d'acheteurs, le prix, évidemment, augmente. Et donc, si on veut pousser l'analyse un peu plus loin, on peut regarder d'autres sources. Et c'est ce que pas mal de gens font de plus en plus maintenant, parce qu'à force de le dire régulièrement au Parlement, on va voir d'autres sources. Il y en a qui suivent la composition d'un même bien. Donc, si on regarde ce que l'effet typologique d'un bien a, c'est-à-dire pour un bien d'une même composition, c'est-à-dire un bien d'une même taille, d'une même surface, d'une même qualité d'isolation, d'une même finalisation technologique dans le bien, bref, un bien comparable, on voit que l'augmentation est beaucoup plus nuancée que ce qui a été dit. On constate une augmentation, effectivement, qui s'explique par ce que j'expliquais, le fait qu'il y ait plus de transactions, plus de moyens pour les acheteurs sur le marché, donc la capacité d'acheter des meilleurs biens. Et donc oui, il y a une augmentation, mais qui est beaucoup plus faible que celle annoncée dans le baromètre. Et cette augmentation est de l'ordre de 4%. Et donc aujourd'hui, vous voyez qu'on peut effectivement avoir une analyse beaucoup plus nuancée de l'ensemble des mécanismes, d'autant plus que ce qu'on ne dit pas dans le chef des détracteurs de cette réforme, c'est qu'il y a une révision complète de l'ensemble de la fiscalité immobilière, c'est-à-dire qu'on a supprimé le chèque habitat, on a supprimé également l'habitation modeste, parce que c'était une base objective inéquitable, à partir du moment où on s'est basé sur un revenu cadastral qui lui-même n'est pas équitable sur l'ensemble du territoire. Donc ça veut dire que le justiciable n'était pas traité de la même façon. Donc je pense que ça, c'était aussi un élément essentiel de la réforme. Mais cette annulation de ces niches fiscales existantes pour simplifier l'ensemble du mécanisme ramène sur le long terme l'équilibre budgétaire de la réforme, et ça, personne ne le signale suffisamment. On veut juste appuyer une thèse dans la communication politique qui est derrière. Et donc ça, c'est vrai que c'est un des éléments qui est quand même assez difficile par moment à expliquer. Donc je reviens à l'expérience que moi-même j'ai vécue au Parlement, parce qu'on avait une lecture qui était erronée du baromètre des notaires, où sur la catégorie d'âge, parce qu'on voulait favoriser l'achat des jeunes, la catégorie d'âge 18-25 ans, dans ma note, il était indiqué qu'elle avait augmenté significativement, mais en fait, il y avait une erreur de lecture que l'opposition a soulignée. Moi, j'ai voulu vérifier moi-même, donc j'ai demandé à mon collaborateur qui m'envoie directement le baromètre. J'ai regardé et en direct, j'ai donné raison à l'opposition en disant « Vous avez raison, il y a bien une erreur de notre chef » et je pense que ce débat mérite de prendre de la hauteur et qu'on puisse dire les bonnes informations, parce que ça n'enlève en rien toute la démonstration que j'ai faite juste avant pour montrer que la réforme avait un impact bénéfique, parce qu'on visait à dynamiser le marché et ça a réussi, on visait à faciliter l'accès à la propriété, ça marchait au vu du nombre de transactions supplémentaires, et même pour les jeunes, oui, c'est peut-être moins sexy que les premiers chiffres que j'avais annoncés, mais à partir du moment où la proportion de jeunes de 18-25 ans était inchangée entre 2021 et 2025, mais par contre que le nombre de transactions était beaucoup plus grand, ça montrait aussi qu'il y avait des jeunes qui étaient en capacité d'achat, donc ça n'enlevait en rien la réflexion qui était la mienne. Et donc on voit que les titres, qui ont découlé de cette petite séquence au Parlement, c'était Doliman ne sait pas compter. Bon, je pense que ceux qui disent ça, je pense qu'ils ne connaissent pas. J'ai un collègue de fac qui était avec moi qui sait que je suis plutôt pas mauvais avec les chiffres. Mais surtout, mais c'est même là le pire, parce qu'après, une erreur, je pense que tout le monde peut en faire une. C'est très rare qu'on puisse la reconnaître tout de suite. Je pense que ça, c'est aussi avoir de l'honnêteté intellectuelle dans le débat, où aujourd'hui, on ne s'écoute juste plus, et c'est juste une succession d'interprétations. Je pense que ça méritait d'être souligné. Mais même les médias ont simplement souligné, se sont focalisés juste sur cette erreur de chiffres et d'interprétation, plutôt que de réexpliquer la mise en contexte de l'ensemble de la réforme, de ce qu'on voulait. Et ça, c'est vrai que c'était un élément assez frustrant pour ma part, mais je reste convaincu, et je le dis, cette réforme doit être évaluée, doit être
analysé sur base des objectifs qui avaient été définis, mais ce n'est pas après 9 mois de réforme qu'on doit tirer des conclusions sur un changement fiscal qui est quand même assez majeur. Autre réforme, et qui a aussi beaucoup fait parler d'elle pour montrer que justement le sentiment et peut-être la déclaration qu'on peut voir dans la presse, c'est pas toujours simple, c'est la réforme sur les allocations familiales. On a pu lire dans la presse, de nouveau, le gouvernement va supprimer les allocations familiales. Ça, c'est effectivement une intox. Évidemment, toute la presse ne l'a pas dit. On l'a surtout plus lu sur les réseaux et dans les communications de certains. Mais ça, c'est factuellement faux. Ça veut dire qu'on veut jouer sur la peur et sur l'émotion pour orienter une opinion. Ça, c'est évidemment dommageable. Ce qui a toujours été dit, c'est qu'il n'y a pas de tabou sur ce sujet des allocations familiales qui représente quand même un budget de 3 milliards sur un budget de dépenses de 21 milliards en Wallonie. Donc le fait de pouvoir analyser cette politique publique me semble effectivement assez essentiel. En plus, l'info vient à la base d'une fuite, d'une discussion qui a eu lieu enregistrée dans un bureau de parti. C'était même un conseil du mouvement qui a découlé ensuite sur un article qui a émis l'hypothèse que les allocations familiales allaient être analysées et étudiées. Mais ça a dérivé vers on va supprimer les allocations familiales. Et aujourd'hui, moi je le dis, il n'y a pas de tabou sur ce sujet-là parce qu'il n'y a pas de tabou dans la déclaration de politique régionale. Ce qu'il faut, c'est s'assurer que les moyens qui sont mis sont bien au service et au bénéfice de la petite enfance. Et d'ailleurs, il y a également des éléments qui ont été inscrits dans la déclaration de politique régionale pour la révision, avec notamment l'activation des tranches 18-25 pour continuer à bénéficier, pouvoir dire qu'on est soit scolarisé, soit qu'on suit une formation. Enfin bref, il faut qu'on ait toute une série de conditions pour continuer à bénéficier de ces allocations familiales. Je pense que c'est essentiel de pouvoir le rappeler et c'est essentiel aussi de pouvoir dire qu'on est en droit de challenger des choses. On ne doit pas pouvoir faire vivre des peurs simplement pour ne pas changer et rester dans un certain conservatisme. Et donc aujourd'hui, c'est clair qu'on a dans la DPR le fait que c'est un droit constitutionnel, je pense qu'on le sait, c'est un droit qui est automatique jusqu'à 18 ans. Ensuite, il est challengé jusqu'à 25 ans avec toute une série de conditionnalités. On a même décidé d'augmenter le plafond de ces allocations familiales pour les familles monoparentales. Je pense que ça, c'est également un élément assez essentiel qui permet de montrer qu'on veut encourager les jeunes à rester actifs, à rester en formation et pas simplement bénéficier de cela. C'est pas simplement retirer un droit, c'est de vouloir s'impliquer dans la société. Et ce qui était assez perturbant de nouveau dans cette séquence-là, c'est que de nouveau, en sortant d'un contexte particulier, un bout de phrase, on en a créé un tabou complet, où on ne pouvait juste pas en parler, juste pas dire que c'était un élément qu'on pouvait étudier parce que ça reste des volumes qui sont conséquents. Il y avait un climat de terreur qui était complètement instauré et il y en a peut-être qui l'ont vu quand j'étais à Jeudi en prime, je l'ai dit, c'est vrai que quelqu'un de mon cabinet m'a dit « vous allez supprimer les allocations familiales ». Donc ça montre que c'est quand même assez impactant en termes d'information vers les citoyens et ça, c'est quand même assez marquant dans la façon dont on gère la communication. On doit évidemment être très attentif à ça. Ça a aussi conduit au fait que ça a crispé complètement notre partenaire. Et au final, on a simplement respecté le cadre de la DPR et on a décidé de mettre en place un groupe de travail pour pouvoir évaluer ce qu'est une allocation familiale, quel est son but, pourquoi on la met à disposition, est-ce qu'elle va réellement au bénéfice de l'enfance et de la politique qu'elle souhaitait soutenir à la base. Je rappelle que les allocations familiales avaient été mises en place pour le soutien à la natalité à la base. Aujourd'hui, on a encore des problèmes de natalité, mais je ne sais pas si c'est ça qui l'encourage réellement. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai bien participé à la cause wallonne dans la matière. Autre élément aussi de communication, où là, il a fallu à nouveau réagir assez vite. C'était avec le plan grand froid pour les grandes villes. J'ai essayé de prendre des sujets qui ont été largement médiatisés pour que chacun puisse s'en imprégner.
et on pourra discuter d'autres sujets, bien évidemment. L'intox, c'était le gouvernement supprime le financement du plan grand froid. Ça, c'est ce qui a circulé en permanence. C'est au final, on est juste des gens qui n'aiment pas la précarité, on veut juste pas la soutenir et on veut juste fermer les yeux sur cela. Mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. J'en reviens à la difficulté institutionnelle que j'expliquais au tout début de la présentation. Il y a tout ce qu'on appelle les compétences usurpées qui, on le sait, seront pour partie transférées dans le cadre de ce gouvernement fédéral-ci, qui continue à exercer des compétences qui sont censées être exercées par les différentes réformes de l'État, par les régions. Donc, en septembre, plusieurs titres ont fait état de la suppression de financement du plan Grand Froid. Donc, des titres de médias bien connus ont vraiment titré suppression du plan Grand Froid, alors qu'aucune décision n'avait été prise. Mais certes, une mauvaise communication. Je pense qu'il faut aussi pouvoir faire de l'introspective, une maladresse. Moi, j'ai directement appelé Van Bossuyt pour pouvoir voir ce qu'il en était. Et pour s'en rendre compte, on parlait de 130 000 € sur un budget de 21 milliards de dépenses pour nous. Et pour les dépenses du fédéral, c'est beaucoup plus. Donc j'avais envie de dire avec quoi on joue là. Enfin, on joue sur l'émotion de beaucoup de personnes pour, j'ai envie de dire, des cacahuètes à l'échelle du budget. Donc ça, c'est pas très responsable. Et si on regarde ça concernait 2 communes, en fait, 2 villes en Wallonie. C'était Liège et Charleroi pour 65 000 chacun. Moi, j'ai tout de suite dit, c'est une compétence qu'on sait qui est dans notre chef. On va la reprendre et ça a été acté dans la foulée. Et je pense que le fait d'avoir répondu assez rapidement a permis de casser un peu la petite musique qui a quand même vécu 2-3 jours. Mais ça montre qu'on doit aujourd'hui réagir assez vite dans un monde qui, médiatiquement, n'est pas toujours simple. Et donc, j'ai appelé la ministre Van Bossuyt, comme je le disais. Je lui ai dit « Merci de préparer une liste de l'ensemble des éléments que vous considérez comme compétences usurpées et des factures qui vont nous arriver dans un temps court, moyen et long terme. Je pense que ça permettra à chacun de pouvoir travailler assez sereinement. Est-ce que je vais challenger ce que vous allez m'envoyer ? Oui. Ici, pour 130 000 €, je n'allais pas évidemment chicaner. Je pense qu'il ne fallait pas laisser vibrer un peu un sentiment comme ça d'abandon. Mais pour des sommes et pour des enjeux beaucoup plus grands, c'est clair qu'il y aura des discussions à l'échelle des 2 gouvernements. Mais je pense que de la clarification dans la responsabilité de chacun est importante et permet d'avoir plus d'efficacité dans la gestion publique. Et donc aujourd'hui, on sait que cette compétence sera reprise par la région. Ça permettra de fonctionner et de clarifier de manière beaucoup plus transparente les responsabilités de chacun. Et la décision, vous savez, avait provoqué une vague d'indignation dans l'ensemble des CPS, dans l'ensemble des associations qui gravitaient autour de cela, avec des slogans qui parfois étaient assez, comme je le disais, on s'en foutait de la précarité. C'était quand même assez fort et assez éloigné de la réalité. Autre élément important, ça je pense que j'en ai parlé aussi, autre élément ici important, c'est en lien avec le bien-être animal. Ça c'est, j'ai envie de dire, la compétence la plus émotionnelle que j'ai eu à piloter depuis que je suis ministre. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais je dois avouer qu'elle est très très émotionnelle. C'est une compétence qui est où les gens ont beaucoup d'attentes, et l'attente sociétale est vraiment grandissante par rapport à l'enjeu du bien-être animal. Donc on doit évidemment l'entendre. On a évidemment décidé de l'inclure dans l'ensemble des politiques à tous les niveaux. Ça a d'ailleurs été aussi inscrit dans la Constitution comme être sensible. Donc ça montre qu'aujourd'hui, on doit pouvoir avoir une attention particulière. Et l'intox que j'ai vécu en tout début de législature et qui aujourd'hui me colle encore à la peau, pour ceux qui suivent mes réseaux, on voit qu'il n'y a pas une publication, je ne suis pas traité de maltraitant d'animaux. Enfin, c'est assez hallucinant. C'est le ministre veut rendre les animaux aux personnes maltraitantes. Donc moi, je suis le ministre qui veut récupérer les animaux et les rendre aux personnes qui les ont maltraités, comme si c'était une fin en soi. C'est assez hallucinant de lire ça, mais c'est ce qui est véhiculé
par une situation particulière que je vais me permettre de vous détailler, parce que j'avais reçu à l'époque beaucoup de sollicitations, même au cabinet, donc ça découlait d'une décision de justice, où j'avais moi-même pas eu l'opportunité de me prononcer en fait sur cette situation, qui ordonnait la restitution des animaux aux propriétaires. Et donc moi, en tant que ministre du bien-être animal, j'aurais évidemment dû passer au-dessus du pouvoir judiciaire. On sait bien qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans notre pays. Et j'aurais dû décider de récupérer les animaux et les laisser à leur personne. Et ça avait fait vraiment un gros tollé, parce que c'est vrai qu'il y avait des images assez choquantes. C'était dû à une erreur administrative dans le dossier, à un flottement dans celui-ci, qui a conduit à une situation qui est évidemment certes inacceptable. Mais ce n'est pas à moi à juger de l'opportunité ou pas d'une décision de justice. Moi, ce que je dois mettre, c'est le cadre le plus clair possible, les contraintes administratives et les actions administratives les plus claires et les plus robustes possibles. Et c'est ce qu'on essaye de faire en modifiant le code. Et donc, il y avait vraiment une vague de l'ensemble des acteurs du terrain qui a vraiment conduit à une difficulté de piloter cette matière au tout début. J'avais été noyé, mes équipes avaient été noyées de messages sur la boîte mail. Quand je dis noyé, on a reçu plus de 10 000 messages, 10 000 mails à traiter dans un cabinet qui est certes évidemment trop grand pour certains, mais qui prend beaucoup de temps à faire traiter... à traiter autant d'informations, parce que moi, je mettais un point d'honneur à répondre, parce que je ne veux pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Et donc, on avait répondu au départ individuellement, puis quand on a vu l'évolution assez massive, on s'est dit, on va commencer à répondre la même chose, parce qu'on recevait les mêmes courriers de toute façon. Et donc, quand on répondait à la même chose, certains disaient, oui, mais vous avez déjà répondu ça, vous savez pas faire de réponse personnelle. Alors là, oui, mais vous non plus, vous ne faites pas de questions personnelles. Donc, c'est assez difficile d'avoir un peu un monologue. C'est simplement de l'insulte permanente et de la mise sous pression, parce qu'il y a eu une situation de départ, une mauvaise information, une mauvaise compréhension ou une mauvaise explication. Moi-même, je me suis remis en question sur la communication que j'avais en lien avec la compétence du bien-être animal, qui, elle, est beaucoup plus émotive, donc doit avoir une attention particulière, doit avoir un contact plus particulier avec les acteurs du terrain, qui en plus ne sont pas fédérés, et donc difficile de parler avec des représentants du secteur. On doit discuter avec l'ensemble des acteurs. Bref, c'était assez compliqué, mais aujourd'hui, je pense que j'ai pu prouver, de par le plan qui a été sorti et l'interaction que j'ai encore eu la semaine dernière avec eux, que la communication, c'est clairement la clé. On doit pouvoir travailler en confiance et éviter de faire circuler des fausses informations, et que surtout, il ne fallait pas alimenter des éléments qui conduisent comme ça à une haine assez féroce, parce qu'on allait jusqu'à évidemment traiter mes enfants. C'est pas toujours gai. J'ai la chance qu'ils ne sont pas encore connectés, mais c'est quelque chose je dois avouer, qui me turlupine beaucoup pour l'avenir. Donc j'essaye de les éduquer un maximum par rapport à ça, mais ça montre qu'on est bien dans une communication de l'émotion aujourd'hui. Donc le plus dur, c'est de pouvoir trier le vrai du faux. Autre élément assez majeur aussi, moi je pense qu'il faut amener de la nuance. Et ça, c'est un autre exemple. C'est deux exemples assez concrets qui parlent du niveau d'emploi. Niveau d'emploi, taux de chômage, taux d'emploi, taux de chômage. Donc l'interprétation qu'on a envie d'en donner par rapport à une lecture des chiffres. Et c'est ce que je dis souvent, les chiffres, on peut nous les apposer et nous les opposer. Mais au final, si c'est juste un débat de chiffres, ça ne va pas amener grand-chose, parce qu'on avait en même temps sur Belga, donc le 9 du 9, je le cite, « Face à la dégradation de l'emploi en Wallonie, le PS s'appelle à une réforme en profondeur ». Donc ça met en avant plus 1 point de chômage, donc 7,8%. Et quelques minutes plus tard, mais c'est vraiment quelques minutes plus tard, le taux d'emploi poursuit sa hausse. Donc on souligne 68,4% d'emplois en progression par rapport à 66,8% au trimestre précédent. Et donc la réalité, c'est que les deux chiffres sont bien vrais, mais ils ne sont pas incompatibles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord parce que plus de gens travaillent, et donc le taux d'emploi augmente, mais plus de gens entrent aussi sur le marché du travail, que ce soit des jeunes, des femmes, ou même des migrants. Et donc,
le taux de chômage peut, lui, temporairement, également remonter. Et donc on choisit, vous l'avez compris, le chiffre qui veut simplement appuyer la thèse que l'on veut démontrer, ou plutôt appuyer l'argumentation qui démontre la thèse de la politique menée. Donc c'est le chiffre qui appuie simplement son récit, et la presse relaie régulièrement le récit de l'un ou de l'autre en fonction de celui qu'elle écoute. Et donc les chiffres, effectivement, ils ne mentent pas. Je pense qu'on doit pouvoir le dire, mais on peut toujours regarder ces chiffres sous l'angle qui nous arrange, sous l'angle qui appuie notre thèse. Et donc, entre le taux de chômage et le taux d'emploi, tout dépend du chiffre que l'on veut mettre en avant et du message, bien évidemment, vous l'avez compris, que l'on a envie de faire passer. Et plus récemment, le Forum annonçait en novembre que, et ça c'était aussi intéressant, que 35% des demandeurs d'emploi concernés par la fin de leurs allocations avaient décroché un contrat. Donc c'est ceux qui arrivent à la première vague, donc c'est ceux notamment qui sont repris et qui sont demandeurs d'emploi depuis plus de 20 ans, un chiffre que l'on présente d'ailleurs comme une bonne nouvelle. C'est la preuve que les réformes d'activation commencent à porter leurs fruits, que les personnes menacées de sanctions bougent, voient qu'il y a une pression qui se met et donc se reconnectent à l'emploi. Donc je pense qu'on doit dire que c'est un élément plutôt positif, mais dans le même temps, la FGTB a publié dans la foulée un communiqué pour contester cette lecture en disant que, selon elle, ce taux de 35% n'a rien d'exceptionnel. Il serait comparable aux années précédentes et surtout, la peur, ça traduirait surtout la peur d'être sanctionné. Et donc ça activerait parce qu'il y a cette peur. Et donc le syndicat estime que ces personnes ont accepté des emplois qui sont soit courts, soit précaires, simplement pour éviter d'être exclus du chômage et pas forcément pour se réinsérer durablement. Et donc, j'ai envie de dire, les deux parlent de la même réalité, partent des mêmes chiffres, utilisent ces mêmes chiffres pour appuyer deux thèses différentes. Est-ce qu'une thèse est plus réaliste que l'autre ? J'ai envie de dire, sur le long terme, on le verra. Difficile, de nouveau, de tirer des conclusions aussi rapidement par rapport à cette situation-là. Mais je pense que ce que le gouvernement et les gouvernements assument, c'est que le modèle devait être changé et que ce changement de modèle, on verra les fruits qui en découleront sur un temps long. Et concernant justement le chiffre qu'il donne par rapport à l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, on voit qu'en parallèle, on dénonce une hausse du nombre total de demandeurs d'emploi, c'est pour montrer par moments les difficultés, et qu'on interprète ça comme la preuve que la réforme fait plus de dégâts que de résultats. C'est vrai que sur le papier, ce chiffre donne une image assez trompeuse de la nuance qui serait nécessaire et essentielle. Et cette hausse, elle se traduit pas par une explosion du chômage, mais bien par un changement de la méthode du comptage lié à ce chiffre de demandeurs d'emploi. Donc, si on prend des chiffres qui ne sont pas construits de la même façon, qu'on les compare, et donc qui ne disent pas la même chose, ou qui ont même évolué dans la façon dont ils sont construits, effectivement, difficile de tirer les mêmes conclusions. Et je pense que ceux qui suivent ce secteur en lien avec l'emploi savent qu'une réforme avait été initiée décidée en 2022, avec l'ajout d'une catégorie de demandeurs d'emploi libres qui a évolué. Et donc, avant, ces personnes, celles qui donc ne touchent pas d'allocation de chômage, comme certains jeunes, certains migrants ou des exclus du système, étaient automatiquement sortis des statistiques après 3 mois d'inactivité. Aujourd'hui, elles restent bien comptabilisées. Donc, comparer les chiffres au-delà de ce changement de méthode de calcul
c'est évidemment pas intellectuellement honnête, parce qu'à partir du moment où on le reste dans les chiffres, ça vient gonfler mécaniquement le volume de demandeurs d'emploi. Et donc, autrement dit, on observe une hausse administrative de demandeurs d'emploi qui découle d'un changement de comptabilisation, mais pas une hausse économique du demandeur d'emploi qui, elle, est bien la réalité profonde de notre image économique liée à l'emploi. Et donc, là encore, on remarque que l'information brute qui peut être donnée, qui est isolée du contexte dans lequel on la donne, qui est prise directement, peut nourrir une indignation qui peut être légitime, mais qui, elle, est fondée sur une interprétation statistique ou sur une évolution statistique de cette donnée. Dernier élément, peut-être encore plus d'actualité, parce qu'encore cette semaine, il y a eu des actualités par rapport à cela, c'est l'actualité liée au plan oxygène, où le gouvernement wallon, c'est un gouvernement, je ne vais pas dire de bouseux, parce que c'est quand même pas jusque-là, mais de ruraux qui ne connaissent pas la réalité des villes. On n'est jamais sorti, on n'a jamais été faire nos courses en ville, on n'a jamais été vivre en ville. Mais d'un autre côté, on dit qu'on utilise tous les services des villes, donc j'essaie de comprendre un peu la cohérence qu'il peut y avoir derrière. Bref, on ne connaît pas cette réalité. Donc le plan oxygène asphyxie les villes, donc ça c'est l'intox. Je trouve ça assez fou de titrer cela, parce que dire que le plan oxygène asphyxie les villes, en fait, sans plan oxygène, il n'y a juste plus de financement pour les villes. Elles ne sont plus en capacité d'honorer leur paiement de fonctionnement, donc elles ne savent juste plus tourner. Donc dire qu'on les asphyxie avec ce plan oxygène, c'est factuellement faux, parce que c'est des moyens quand même assez colossaux, et c'est un dispositif qui est exceptionnel, qui a été mis en place sous le précédent gouvernement, avant même mon arrivée au gouvernement. Je suis arrivé en janvier 2022, comme tu l'as précisé. Ça a été lancé en 2021, donc vraiment juste avant que j'arrive, qui était un dispositif d'aide de prêt aux communes pour payer leurs frais et leurs coûts de fonctionnement majoritairement liés aux problématiques des 4 P. Donc on sait que c'est la pauvreté, la police, les pompiers et les pensions. Donc c'est vraiment une problématique accrue dans les grandes villes, on le sait, mais il n'y a pas que cette problématique qui a conduit à la situation. Cette problématique a conduit à, évidemment, un déficit structurel, mais ce déficit structurel a conduit à un lâcher de bride dans la plupart des villes qui, au final, fait qu'elles ont vraiment des situations financières qui sont très, très, très compliquées. Donc aujourd'hui, la région a décidé de les soutenir. Donc, je le disais depuis 2021. Donc, chaque année, on leur prête de l'argent pour les frais de fonctionnement. Et il est vrai que depuis, je ne vais pas dire mon arrivée, parce qu'en 2022, ça n'a pas bougé beaucoup. Il y a eu la première tranche 2022. Ça n'a déjà pas été simple. Moi, c'est quelque chose qui intellectuellement me dérangeait déjà, parce qu'en fait, c'est prêter de l'argent pour de l'OPEX. C'est assez rare pour des pouvoirs publics, donc pour de l'opérationnel, si je veux le traduire. Donc, ce n'était pas résoudre un problème structurel, c'était simplement donner une bouffée d'oxygène sans essayer de résoudre ça. On a remarqué que les banques étaient de plus en plus frileuses à vouloir soutenir ce prêt aux grandes villes pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, la confiance n'était plus là, singulièrement pour les 7 plus grandes villes que connaissent la Wallonie. Et donc, on a voulu, nous, les aider. Donc, on a poussé, mais on a dû donner des garanties de redressement et d'assainissement des finances publiques locales, comme à tous les niveaux de pouvoir. Et donc, un plan d'action a dû être demandé avec une vision de retour à l'équilibre, mais qui n'est évidemment pas contraignante, parce qu'on respecte dans la Convention l'autonomie communale. Ça reste la commune qui décide de comment elle organise ses budgets. Mais par contre, si on prête de l'argent à ces communes, il est logique que l'on puisse demander des comptes et qu'on puisse demander qu'elles nous montrent l'utilisation et les mesures d'assainissement de ces moyens. Et ce qu'on oublie de préciser régulièrement avec le rôle de centralité que joue une grande ville, c'est vrai. Je pense qu'on est plusieurs ici à peut-être habiter la périphérie et à néanmoins venir assez régulièrement sur Charleroi pour peut-être aller à la piscine, peut-être profiter simplement de l'attractivité du centre-ville. C'est peut-être un peu moins vrai, mais pour bénéficier de toute une série de services qu'on ne retrouve pas où on habite.
Mais par contre, la ville bénéficie de financements en lien avec cela. Il faut savoir que dans le financement des grandes villes et dans le financement des pouvoirs locaux, le plus gros volume budgétaire wallon, donc de la région wallonne, c'est ce qu'on appelle le mécanisme du Fonds des communes, le Fonds des communes, des villes et communes. Il représente plus ou moins 1,6 milliard de financement pour l'ensemble des villes wallonnes. Et une ville comme Charleroi, ville et commune, oui, j'ai dit. Oui, c'est ville et commune, oui, effectivement. Donc des villes et communes wallonnes. Et donc l'ensemble des villes et communes wallonnes, donc c'est un des financements dont elles bénéficient. Il y a d'autres financements, on pourra en parler. Donc c'est 1,6 milliard plus ou moins, c'est un peu plus maintenant, parce que c'est un fonds qui est indexé. Charleroi, sur ce fonds-là, touche 12%. Donc si on compare la moyenne ou le financement par habitant à Charleroi, c'est 950 € par habitant pour le fonds des communes à Charleroi, et la moyenne wallonne, c'est de l'ordre de 430 €. Et si on regarde les communes de la périphérie, on est bien inférieur à ça. À Amsurion-Aline, j'ai en tête, on doit être à 150, 160 € par habitant sur le fonds des communes. Donc, il y a déjà une mécanique de prise en compte de cette centralité. Est-ce que ça masque pour autant les problèmes liés au 4P ? Non. Je n'ai jamais dit que le problème n'était pas structurel dans les grandes villes. Mais dire qu'il n'y a pas de prise en compte de ce rôle de centralité, c'est factuellement faux, parce qu'il y a toute une série de mécanismes et en plus d'autres financements, comme la politique intégrée des grandes villes, qui peuvent être intégrés également à cela. C'est quand même un peu plus nuancé que la réalité qui peut être dite par moment. Je pense que sur les grandes... Je ne vais pas rentrer dans le détail sur tout ça avec les différents financements. Je pense que ça, je l'ai dit. Donc, aujourd'hui, demander de faire des efforts à tous les niveaux de pouvoir, je pense que c'est essentiel. Et comme je le disais, j'en reviens au titre qui était mis, c'était le plan oxygène asphyxie les communes. Elle rajoute des difficultés supplémentaires, ou en tout cas des responsabilités supplémentaires, oui, mais dire qu'elle les asphyxie, c'est évidemment factuellement faux aussi, et on doit pouvoir amener de la nuance dans le débat, parce que, de nouveau, la concentration de la pauvreté ici, et quand je dis ici, c'est à Charleroi, est une évidence. J'en reviens sur les problématiques des 4P. L'impact sur le CPS de Charleroi est évidemment beaucoup plus grand que l'impact du CPS sur les communes voisines, avec notamment la réforme du chômage. Donc oui, il y a un impact supplémentaire, mais il y aura aussi des financements qui ont été prévus. Et d'ailleurs, j'ai lu également dans la presse, et je pense qu'il faut aussi pouvoir le souligner, que le CPS de Charleroi prend le taureau par les cornes sur cette problématique-là. Et ça mérite aussi d'être salué. Tout ça pour dire que la nuance est toujours importante dans un débat qui est souvent bien complexe, qui est souvent source de responsabilités diverses, parce que la problématique des 4P, ce n'est pas uniquement la responsabilité de la région. Si on parle de la problématique des pompiers, là on pourrait dire qu'il y a une partie chez nous. On pourrait aussi parler des normes d'encadrement en lien avec le fédéral. La partie police, c'est principalement une responsabilité fédérale. La problématique pauvreté, on a une responsabilité partagée, je vais dire, région et fédérale. Et la responsabilité pension, là, c'est une responsabilité propre du fédéral. Donc, faire croire que la région est responsable de tous les maux, je trouve que c'est un discours un peu facile. Et c'est évidemment beaucoup plus nuancé que ça. Et donc, quelles sont les solutions ou les réflexes à pouvoir développer pour essayer de sortir de cette intox assez régulière? Je pense qu'il faut vraiment développer 5 réflexes qui sont simples à partager. J'ai envie de dire à commenter ou à liker et s'indigner. C'est tout d'abord, c'est 1, identifier la source et le niveau de pouvoir. C'est avant toute chose, il faut se demander, on parle de quoi ? On parle de quelle responsabilité ? On parle de qui ? Et une phrase prononcée évidemment par un ministre n'a pas le même impact que la phrase annoncée par un militant, par un ministre est le représentant de l'ensemble de la population. Je pense qu'on doit le rappeler effectivement le plus souvent possible. On n'a pas de
couleur politique. On est effectivement lié à un parti. Ça, je ne le dirai pas. Mais moi, je fais toujours attention à prendre la hauteur nécessaire et je pense que c'est assez fondamental. On doit aussi pouvoir se poser et prendre le temps de l'analyse. Donc le réflexe, comme je le disais, c'est toujours vérifier qui décide réellement sur une action ou sur une information qu'on a lue. Je pense que ça, c'est la base. 2, c'est vérifier la méthode et le contexte lié à cette information qui vient de percoler. On en revient avec un chiffre n'a de valeur que replacé dans un contexte. J'ai pris les exemples précédents, notamment en lien avec l'emploi. Et donc, 2 médias peuvent bien raconter des choses différentes, mais basées sur des chiffres qui, eux, veulent bien dire les mêmes choses, en tout cas les mêmes données. Et le réflexe, ça doit effectivement être de comprendre comment la donnée, le chiffre, a été établi. Je pense que ça, c'est un élément et un réflexe qu'on doit avoir, et surtout le cadre dans lequel il s'applique avant de pouvoir tirer des conclusions. 3e point, c'est distinguer la réflexion et le projet de développement, le projet de développement de société, par exemple, d'un fait établi. Je pense que ça, c'est aussi un élément assez majeur pour distinguer un fait d'une opinion, en fait. Je pense qu'avant de s'indigner, on doit se demander est-ce que c'est une idée qui est discutée? Est-ce que c'est une décision, une mesure qui a déjà été votée? Je pense que ça, c'est un des éléments assez majeurs. 4e point, c'est croiser, comparer et se poser la bonne question. Et la bonne question, c'est à qui profite, je ne veux pas dire le crime, mais plutôt l'intox, à qui profite cette information? Et donc, ça doit encourager à pouvoir réfléchir et aller analyser cette information. Et donc, vérifier une info, ça ne demande pas d'être un expert, mais bien de pouvoir recroiser ces informations. Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et la facilité à aller chercher cette information. Il faut pouvoir bien la référencer, bien l'objectiver. Ça, c'est vraiment un des rôles éducationnels assez majeurs qu'on va devoir réaliser dans l'enseignement dans les années qui arrivent. Et donc, le réflexe, c'est simple, ça doit être croiser, comparer et questionner avant même de partager cette réalité. Et ça, j'en viens avec la volonté de vouloir simplement buzzer. Et enfin, c'est prendre du recul sur le ton et les mots qui sont utilisés. Et je vais conclure avec vraiment 5e astuce qui est anti-intox, qui est pour moi vraiment primordial. C'est l'importance du titre d'un article. Les mots choisis ne sont jamais neutres. J'ai envie de dire, surtout dans les titres, allez voir bien au-delà uniquement du titre pour pouvoir vous faire une opinion. N'oubliez pas les 4 conseils que j'ai donnés juste avant. Ce ne sont aujourd'hui plus les seuls éléments. On veut jouer vraiment sur votre émotion. Il faut pouvoir essayer de garder la tête la plus froide possible dans ce monde de l'information continue. Et ça permettra de rester le plus lucide possible. Et donc, on sait que dans certains domaines, il y a ce qu'on appelle des médias spécialisés, des médias qui sont spécialisés plus que d'autres dans certains domaines spécifiques. Je vous invite à analyser aussi cela. Ça permettra de garder la tête froide. Par rapport au titrage et à la responsabilité, l'exemple du bien-être animal était quand même un élément assez majeur. Et donc, vous l'avez compris, le réflexe, c'est vraiment... Et c'est peut-être le plus dur dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans un monde de l'immédiateté, dans un monde où on est tous pressés en permanence, c'est de pouvoir garder la tête froide et prendre le recul par rapport à une information, plutôt que de réagir directement à chaud sur base de l'émotion, pour pouvoir coucher les éléments et la réflexion sur papier et souvent pouvoir apprendre. C'est peut-être ça le résumé un peu grossier, je l'avoue, dissocier le titre d'un contenu d'un article. Ça permettra à chacun de pouvoir se faire une opinion qui est fondée et qui permettra de nourrir le débat. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce dont la société a besoin. En tout cas, merci pour votre attention. J'ai essayé d'être le plus complet et essayer de ne pas être trop long. Je l'ai peut-être été. Je vois, non, ça va. Mais je suis évidemment à disposition pour discuter et échanger avec vous.
Voilà, merci, Monsieur Delimont. Nous ne sommes pas en retard, mais c'est une tradition de l'UMONS d'être à l'heure et à temps, Monsieur le ministre-président. Et on ne fera pas exception, je pense, aujourd'hui. Merci pour votre présentation sur un thème qui est effectivement fort important et auquel vous comprendrez aisément, les universités sont extrêmement sensibles. Des questions de l'analyse, de la pertinence de ce qui est lancé dans les médias, les réseaux sociaux en particulier, c'est évidemment une question importante et aussi fournir des explications. Je crois que c'est un rôle qui nous revient également. Ouais. Alors, autre tradition de l'UMONS, outre le fait qu'on est à l'heure, c'est de céder avec plaisir la parole au public pour poser des questions, si l'orateur veut bien y répondre. Alors, tu vas prendre ce micro-ci. Oui, je t'en prie, voilà. On a déjà du jaune. Oui, ben là-bas, la dame, oui. Bonsoir. Merci, Monsieur Delimont, d'être présent ce soir. Puisque vous voulez échanger et débattre, je vais vous donner un petit peu de matière. Voilà. Ça va être plus des réflexions en fait, que des questions. Je suis tout à fait d'accord avec vous concernant le fait que aujourd'hui, je pense que l'ergonomie et la socio-économie des médias numériques vous pousse en fait, vous en êtes victime, nous en sommes tous victimes. Le but est de nous retenir, le but est de faire de l'argent et du clic, et on est un peu entraîné dans leur grammaire et dans leur vocabulaire, leur réflexe. Et donc ça pousse, comme je le disais, je ne sais plus qui, et je m'en veux de ne pas lui rendre hommage, un philosophe ou un sociologue des médias qui disait que les présidents de partis, quels qu'ils soient, sont obligés de se transformer finalement en communicants hardcore, en faisant sur leur page Facebook ce que vous avez fait sur le PowerPoint, en essayant de se défendre parce qu'en fait on est attaqué de toutes parts, donc on consacre une grande partie de son temps à essayer de démêler le vrai du faux, et ce qui peut être dangereux et dommageable aujourd'hui pour la vérité avec un V majuscule, et ça c'est aussi un autre débat, qu'est-ce que la vérité, eh bien on se transforme en dictateur un peu de sa vérité, c'est lui qui dit des fake news, non c'est lui, et c'est vrai que le public s'y perd. Maintenant, concernant le fait qu'il faut apporter une information éclairée, notamment en tant que journaliste, moi ça me parle parce que je suis formé au journalisme. C'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que on demande aux journalistes de bien faire leur travail, donc de ne pas aller vite. Donc ça implique d'avoir des moyens, mais c'est qu'il y a un système derrière qui pousse à faire du putaclic. C'est l'expression qu'on connaît en fait. C'est clairement se prostituer pour avoir des clics et faire en sorte que les gens aient accès à l'article. Et tout le monde s'y met, et c'est une dérive inquiétante. Je pense même que la chaîne Arte fait ça pour ses documentaires. Hein. Faut-il faire ça? Faut-il se débarrasser d'eux? Alors qu'en fait, le contenu n'est pas du tout ça. Donc c'est une dérive inquiétante. Et en même temps, c'est pour avoir de l'audience et c'est pour chercher lecteurs. Alors, à part aujourd'hui les médias indépendants qui survivent avec la corde au cou, malheureusement, on ne leur donne pas beaucoup de moyens. Voilà. Donc je sais que de votre point de vue et aussi du point de vue de votre parti politique, il y a une sensibilisation à avoir concernant le libéralisme et le travail et le fait d'être indépendant. Mais aujourd'hui, à qui appartiennent nos médias? La concentration des médias, c'est un sujet également chez nos voisins français qui est très très inquiétant et qui empêche les journalistes de faire correctement leur travail. Et je suis le premier à déplorer et à être assez honteux du travail qui est fait et qui n'est pas à la hauteur parfois des enjeux de société. Voilà, c'était une réflexion que je voulais porter. Oui, c'est une grande réflexion. On aura l'occasion d'en débattre après, peut-être pour échanger grandement, mais tu as mis le doigt sur la problématique des moyens et de la capacité à faire son travail. C'est clair que tu as utilisé le terme putaclic. C'est clair que c'est ça. Au final, ce qu'on veut, c'est du clic pour pouvoir financer la pub de l'autre côté et pouvoir exister dans un monde où certains bénéficient d'informations gratuites. C'est ça la réalité aussi, en fait.
Donc, c'est assez... Moi, j'ai envie de dire, si on veut faire un acte citoyen, il ne faut pas hésiter à prendre un abonnement à la presse indépendante. Je pense que ça, c'est un acte citoyen, de pouvoir leur donner des moyens, de prendre un abonnement régulier. Si c'est bien de le prendre annuellement pour qu'ils puissent avoir une prévisibilité de leur action, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça leur permettra de pouvoir vivre et de travailler sereinement. Après, est-ce qu'ils vont sortir du modèle de la société dans laquelle elle évolue, des nouveaux médias qui sont sortis? Je ne pense pas, mais je pense qu'il y a moyen de faire un travail à deux niveaux. Je pense qu'il y a moyen de vivre évidemment l'actualité, mais de pouvoir par moment travailler aussi à tête reposée sur des dossiers beaucoup plus longs qu'ils le méritent. Ça existe encore, heureusement, mais ce n'est pas la presse la plus lue, malheureusement. Et ça, c'est ça la vraie difficulté. Et c'est pour ça que tu prenais l'exemple des documentaires Arte, qui, même eux, par moments, prennent des titres un peu accrocheurs, et puis on va regarder le documentaire, on se dit, c'est parfois assez trompeur, et on peut couper. C'est un travers et un équilibre à essayer de trouver. C'est pour ça qu'on critique beaucoup le fait de vouloir retrouver un équilibre de marché dans la presse, de manière générale, avec la diminution de dotation, pas la diminution, parce que c'est la fin de l'augmentation, la dotation, pour être plus précis, de la RTBF. Mais en fait, c'est simplement essayer de rééquilibrer, parce qu'il y a d'un côté une information qui est gratuite et qui est diffusée régulièrement, et d'autre côté, des médias indépendants qui, eux, ne savent pas diffuser toute l'information. Pour avoir l'information, mettre un clic qui, lui, circule sur l'ensemble des plateformes réseau, qui génère après de la publicité. Donc, en fait, c'est un peu compliqué de les faire se battre à armes inégales. Et donc, on essaie de ramener un peu d'équité avec la nécessité, par contre, d'avoir aussi une presse financée par les pouvoirs publics. Voilà, si je peux me permettre, sans vouloir brider évidemment vos interventions, d'être aussi concis que possible. Je rappelle qu'après les questions du public, il y a le drink, au cours duquel il est alors plus possible d'avoir une vraie discussion avec l'orateur ou avec quelqu'un d'autre. Allez, s'il vous plaît, parce que sinon on aura moins de questions forcément, s'il vous plaît, faites un effort. On voit le côté directif du professeur, Alain. Voilà, je vous en prie. La question. Et voilà. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question. Oui. Vous, que vous êtes de l'autre côté de... N'ayez pas peur de mots, hein. Allez-y. Je suis pas quelqu'un qui se choque, moi. Je suis toujours étonné que, entre deux parties, n'importe lesquelles, on conteste toujours la personne et jamais le problème de fond. Et on perd du temps avec ça. Que pensez-vous ? Je suis tout à fait d'accord. Moi, je n'attaque jamais les personnes, parce que je suis plutôt quelqu'un qui veut débattre de l'idée et pas de les attaques ad nominem, ce que je trouve il y a plus horrible. Et je suis quelqu'un qui n'attaque non plus jamais les institutions, parce que je considère que le manque de confiance dans les institutions est vraiment un des gros problèmes. Et donc, plutôt que de les attaquer, j'essaie de les réformer de l'intérieur. Est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce que ça va se faire du jour au lendemain ? Non. Mais au moins, j'y aurais contribué avec toutes mes convictions. Très bien. Alors, monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Michaud. Oui. Monsieur le ministre, j'aurais voulu vous demander comment vous voyez Charleroi Métropole. C'est 650 000 habitants, province de Namur, province de Hainaut, de Sambreville. Comment on va faire un dialogue vie de campagne? Vous connaissez un peu ma façon, enfin j'espère. Je pense bien. Comment on peut mettre en évidence le monde rural, la paysannerie qui, à mon avis, n'a pas encore tout dit. C'est peut-être un vecteur important. Et comment on va pouvoir développer l'emploi, l'industrie, et avoir un langage qui va aider nos jeunes à pouvoir se développer, à se construire dans cette dynamique. Question peut-être pas très longue, mais très large. Mais je vais essayer d'y répondre de la manière la plus claire possible. Charleroi Métropole, c'est un excellent projet. Ça répond à
à la nécessité de pouvoir travailler sur la réalité de bassin de vie, et ça montre que la construction institutionnelle belge a eu des limites à un moment donné et ne s'est jamais réinventée. On a toujours travaillé sur des couches supplémentaires sans réfléchir à la réforme de celle-ci. Je pense notamment aux provinces, où nous, on a une vision plutôt de rôle de supracommunalité pour celle-ci. Ça a été inscrit tel quel dans notre accord, mais par contre, ça ne répondra pas à la supracommunalité que l'on vit. Parce que on prend le Hainaut, par exemple, il y a déjà 4 bassins de vie différents. On peut dire qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. D'ailleurs, vous l'avez dit, le bassin de Charleroi Métropole est beaucoup plus large que la province. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse trouver les actions les plus cohérentes à mener à ce niveau-là, mais on ne doit pas avoir peur de supprimer les autres, ce qui a peut-être oublié d'être fait par le passé, parce que la mise en place des provinces était... dans votre livre, vous expliquez, non, c'était pas le déplacement, le temps de déplacement moyen entre l'État central à bruxellois, et c'était comme ça qu'elles avaient été découpées à l'époque. Je l'avais lu dans un des voyages au Chili. J'essaie de lire quelques trucs. Donc c'était en fait le pouvoir qui rapprochait et qui faisait le lien entre le niveau communal et le niveau central. Mais après, on a créé la région, on a créé d'autres niveaux, on a créé d'autres réflexions. On n'a pas essayé de repenser le fonctionnement de l'État. Donc ça pose la réflexion de la simplification des institutions. Et je pense qu'on doit pouvoir y travailler avec toute notre énergie. Nous, on veut travailler à une simplification du modèle des provinces et les recentrer sur leur base, c'est-à-dire qu'elles puissent rendre le service en lien avec la sécurité sur le territoire. Et pour la partie et la réflexion sur Charleroi Métropole et la réalité plurielle qu'elle représente, vous avez parlé de l'industrialisation et de l'historicité, de l'histoire industrielle que l'on a connue à Charleroi Métropole, que l'on connaît heureusement encore aujourd'hui et qu'on doit se battre pour garder avec toute une série de projets, et la compatibilité avec le monde rural qui va assez loin. Hein. Je pense qu'ici, pour parcourir l'ensemble de Charleroi Métropole, on est plus grand que pas mal de provinces, notamment en termes d'habitants aussi. Je pense qu'on doit continuer à apporter des réflexions en termes de mobilité, en termes de développement commun, mais on ne doit pas vouloir créer de services supplémentaires à cette échelle-là, ou alors on doit assumer de les abandonner aux autres. Aujourd'hui, on est à un moment où on doit faire des choix sur la façon dont chaque niveau de pouvoir s'organise. Donc moi, regarder une structure pour qu'on ait ensemble des réflexions et des enjeux sur l'emploi, sur le développement économique, sur la mobilité, tout ça est évidemment étroitement lié. C'est assez intéressant. Si c'est pour recréer une structure supplémentaire qui organise et qui crée des bidules, j'ai envie de dire ça sera un peu sans moi, quoi. Très bien. Autre question? Moi, j'aurais voulu savoir comment vous vivez au quotidien, votre casquette de ministre de la communauté française de la recherche, dans un cadre budgétaire complètement étriqué. Et de l'autre côté, ce que vous avez bien montré au début de votre conférence, un paysage que Clinton Jacob, maintenant en Flandre, appelle bétonné, c'est-à-dire où chaque fois que vous essayez de bouger à un cadre dans le cadre région, du budget régional, vous avez des hurlements, hein, comme sur les allocations familiales. Je pourrais dire les titres-services, 560 millions, donc bien plus que les montants de la recherche. Donc comment vous vivez ça au quotidien? Mais cette rigidité institutionnelle est parfois effectivement assez frustrante, mais j'ai la chance de quand même participer aux 2 gouvernements, donc ça permet d'avoir aussi une vision la plus cohérente possible, avec des transferts et des complémentarités dans les politiques menées. On sait que les objectifs de la recherche et la compétence de la recherche en fédération et en Wallonie n'est évidemment pas la même. On a plus la vision recherche fondamentale, lien avec les universités, pluralité de la recherche, toute la diversité et l'importance de la recherche dans notre société. Et puis en Wallonie, la vision plutôt de développement économique qui doit elle aussi rester en partie en lien avec le monde universitaire. Donc oui, c'est clair que ce n'est pas toujours simple de rester dans les cases, mais en ayant les doubles casquettes, ça permet de trouver des façons de fonctionner dans le cadre institutionnel qui est le nôtre. Est-ce que c'est le plus efficace? Je ne pense pas. Le plus efficace, ce serait de pouvoir écrire une page blanche et de refaire une vision
une Belgique plurirégionale. Je pense que ça a pas mal d'écho à vos oreilles. Mais par contre, il faut aussi faire de la réelle politique. Je pense que la réelle politique fait que le cadre institutionnel, pour le changer, encore plus aujourd'hui quand on voit la fragmentation de l'espace politique, ça va prendre un temps long. Pour quel résultat? Ça peut partir dans un sens comme dans l'autre, parce qu'on voit que toutes les discussions institutionnelles qu'on a eues dans la construction belge telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça n'a jamais été dans le sens de la simplification. Ça a été dans le sens du symbole. Et encore aujourd'hui, certains veulent reparler d'institutionnel, or qu'on n'a même pas encore absorbé la précédente réforme de l'État. Ça, je pense que tout le monde ne s'en rend pas compte, mais on n'exerce pas encore toutes les compétences que l'on doit exercer. Donc je trouve que apprenons déjà à gérer ce dont on est responsable, donnons de la maturité à ce qu'on gère, et puis réfléchissons à ce qu'on a envie de faire. Et on doit être responsable, on doit essayer d'avoir de plus en plus de vision d'hommes d'État, je pense, vraiment, et qu'on puisse discuter et ne pas faire de politique du symbole, et avoir une volonté d'avancer assez concrètement. Mais pour répondre en un mot, non, c'est pas simple. Voilà. Je propose d'en rester là pour les questions dans la salle. On pourra poursuivre la discussion après. Et je rends la parole à Angie quand elle reviendra. Voilà. Alors, comme vous le savez tous, et pour ne pas contredire Joseph, on a une tradition, c'est d'être à l'heure, mais on a une tradition aussi, c'est de savoir recevoir. Donc d'abord, laisse-moi te remercier pour ta venue et le partage de ces informations. J'ai fait tomber une partie du cadeau, s'il te plaît. Et encore un grand merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Merci. Alors évidemment, merci à vous, cher public, d'avoir répondu à nouveau aussi nombreux à l'invitation de nos conférences. Mais toutes ces conférences ne seraient évidemment pas possibles sans le soutien administratif, logistique et toutes ces mains qui œuvrent à la bonne organisation, à savoir notre chère Céline, nos amis du Mimons, Maria, l'équipe de la cellule. Donc un grand merci à eux. Et comme vous le savez, et comme je viens de le dire, à l'Humons, on sait recevoir. Et donc on vous invite au verre de l'amitié, juste ici derrière. À bientôt.